Avant-propos. Jadis, il y a bien longtemps, le pouvoir s'obtenait par la violence et se conservait par la force brute. La subtilité n'était pas de mise. Un monarque se devait d'être impitoyable. L'autorité était entre les mains de quelques-uns et nul n'en souffrait davantage que les femmes. Faute de moyens pour se jeter dans la mêlée et sans armes à leur disposition, il leur était impossible d'obtenir ce qu'elles voulaient des hommes, ni sur le plan politique et social, ni dans le cadre domestique. Les hommes avaient certes un point faible, leur insatiable appétit sexuel. La femme pouvait toujours éveiller ce désir, mais dès qu'elle s'abandonnait, l'homme reprenait le dessus. Si elle se refusait, il pouvait tout bonnement s'adresser ailleurs, ou utiliser la force. Que valait un pouvoir si provisoire et si fragile? Les femmes devaient pourtant s'en contenter. Mais pas toutes. Quelques-unes, poussées par une soif impérieuse de pouvoir, trouvèrent patiemment le moyen, à force d'astuce et de créativité, de renverser le jeu en leur faveur et de créer une autre forme de domination, plus durable et plus efficace. Ce sont ces femmes, la Bethsabée de l'Ancien Testament, Hélène de Troie, la chinoise Shi-Se et surtout Cléopâtre, qui inventèrent la séduction. Pour attirer un homme, elles se servaient d'abord de leur allure, se donnant l'apparence d'une déesse par le maquillage, la toilette, la parure. En ne dévoilant qu'un aperçu de leur nudité, elles excitaient l'imagination masculine, suscitant le désir non seulement d'une union charnelle, mais de quelque chose de plus grandiose, la possession d'un personnage mythique. Une fois capté l'intérêt de leurs victimes, ces femmes les entraînaient à l'écart du monde viril de la politique et de la guerre, dans un univers féminin de luxe, de spectacle et de plaisir. Parfois, elles les attiraient hors du droit chemin de la façon la plus littérale. Cléopâtre, par exemple, emmena Jules César en croisière sur le Nil. Ces hommes, captivés par les plaisirs raffinés qu'elle leur offrait, tombaient amoureux. Leur séductrice devenait alors froide et indifférente, ce qui égarait sa proie. À l'apogée du désir, les malheureux voyaient sa possession leur échapper. Dans leur égarement, ils faisaient n'importe quoi pour recouvrer la faveur un instant goûtée, perdant par là même leur puissance et leur sang-froid. Ainsi, de grands personnages ayant pour eux la force physique et un immense pouvoir politique, des hommes tels que le roi David, le Troyen Paris, Jules César, Marc-Antoine, le roi Fujai, etc., devenaient-ils esclaves d'une femme. Dans un monde de violence brutale, ces héroïnes firent de la séduction un art raffiné, la forme suprême du pouvoir et de la persuasion. Elles apprirent à agir avant tout sur le mental, à stimuler chez l'homme le fantasme, à exacerber son désir, à le maintenir indéfiniment entre espoir et désespoir, l'essence même de la séduction. Le pouvoir de ces femmes n'était pas physique mais psychologique. Il était fondé non sur la force, mais sur la ruse. Ces premières grandes séductrices avaient une stratégie, telle des chefs de guerre capables de planifier la destruction de l'ennemi. De fait, les antiques récits de ces manœuvres séductrices évoquent des batailles, un art de la guerre au féminin. Cléopâtre s'en servit pour consolider son empire. Séductrice, la femme cessait d'être un objet passif de désir, elle devenait un sujet activement engagé dans la conquête du pouvoir. À de rares exceptions près, quelques poètes de l'Antiquité, dont Ovide, les troubadours du Moyen-Âge, les hommes de jadis ne se souciaient guère de l'art frivole de la séduction. Le XVIIe siècle, cependant, marque un tournant. Les hommes commencent à s'y intéresser dans le but de surmonter la résistance des jeunes femmes. Les premiers grands séducteurs de l'histoire, notamment le duc de Lauzun et les Espagnols qui ont inspiré le mythe de Don Juan, adoptèrent alors des méthodes qui étaient traditionnellement celles des femmes. Ils apprirent à travailler leur physique, d'ailleurs souvent androgyne, pour stimuler l'imagination. Ils se mirent à la coquetterie. Ils ajoutèrent en outre un élément nouveau, masculin dans ce jeu, le langage. Ils avaient découvert que la femme est sensible aux mots doux. Cette double forme de séduction, l'une féminine usant de l'apparence physique, l'autre masculine du langage, passait d'un sexe à l'autre. Casanova éblouissait les femmes par ses tenues vestimentaires,
Ninon de L'Enclos charmait les hommes par son verbe. Dès que les hommes eurent mis au point leur stratégie séductrice, certains s'en emparèrent pour servir leurs ambitions. En Europe, le système féodal avait vieilli. À la cour, il fallait jouer des coudes et non plus soumettre par la force. Les courtisans apprirent à gagner du pouvoir sur leurs maîtres et leurs rivaux en les charmant grâce à l'action psychologique, à un parler suave et même à un brin de coquetterie. La culture, peu à peu, se démocratisa. Acteurs, dandys et artistes déployèrent eux aussi les tactiques de la séduction pour conquérir certains auditoires et certains milieux. Au XIXe siècle, on assiste à un nouveau virage. Des hommes politiques tels que Napoléon pratiquent consciemment la séduction à grande échelle. Ils exploitent les ressources de l'art oratoire, mais maîtrisent également des stratégies jadis féminines. Grands spectacles, mise en scène et culte de la personnalité. Tous ces éléments sont l'essence même du charisme, et cela n'a pas changé. En séduisant les masses, ces hommes acquirent ainsi un immense pouvoir sans coup férir. Nous avons à présent atteint le stade ultime de cette évolution. Aujourd'hui plus que jamais, l'usage de la brutalité est à éviter. Dans toutes les sphères de la société, il s'agit de plus en plus de convaincre sans offenser ni contraindre. On observe partout telle ou telle forme de séduction, mêlant des méthodes masculines et féminines. La publicité, par exemple, est une technique subliminale de domination. Pour modifier l'opinion des gens, ce qui est à la base même de la séduction, il faut agir de façon subtile. De nos jours, sans séduction, nulle campagne politique ne saurait non plus réussir. Depuis Kennedy, les hommes politiques doivent faire preuve d'un minimum de charisme, polariser par leur présence l'attention de l'auditoire. C'est la moitié de la bataille. Enfin, le monde du cinéma et des médias en général crée une galaxie de stars. Le monde contemporain est saturé d'images séductrices. Et à l'échelle près, la recette n'a pas changé. Ne jamais agir de façon directe ou contraignante. Utiliser le plaisir comme appât. Jouer avec les sentiments des autres, éveiller le désir et jeter la confusion, afin de conduire à une capitulation psychologique. Dans la séduction telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, les méthodes de Cléopâtre sont toujours valables. Sans cesse, on cherche à nous influencer, à nous dicter notre conduite, et obstinément nous résistons à cet effort de persuasion. Il n'y a qu'une seule exception, quand nous sommes amoureux. Nous succombons alors à une sorte de charme. Notre esprit, d'ordinaire exclusivement préoccupé par nos propres intérêts, se laisse envahir par la pensée de l'être aimé. Nous devenons irrationnels, nous perdons tout sang-froid et faisons des bêtises que nous n'aurions autrement jamais commises. Et si cela dure assez longtemps, quelque chose cède en nous. Nous nous abandonnons à la volonté de l'autre et à notre désir de le posséder. Les séducteurs comprennent le pouvoir énorme que leur confère ce type de capitulation. Ils étudient l'état amoureux, ses composantes psychologiques. Ils en analysent le processus, ce qui stimule l'imagination, ce qui jette le sort. Par instinct d'abord, puis par expérience, ils maîtrisent l'art de faire tomber les gens amoureux. Comme le savaient les premières séductrices, il est plus efficace de susciter l'amour que le désir. L'amoureux vit dans l'affectif, il est souple et facile à duper. Après tout, le mot séduire vient du latin seducere, qui signifie entraîner à l'écart. Une personne folle de désir est, elle, plus difficile à manipuler, et une fois satisfaite, risque de vous planter là. Ainsi, les séducteurs prennent leur temps. Ils se donnent la peine de susciter l'émerveillement, de tisser les liens de l'amour. Quand l'union devient physique, elle ne fait que mettre un comble à la dépendance de la victime. La magie amoureuse est le modèle de toute séduction, qu'elle soit d'ordre sentimental, politique ou social. L'amoureux capitule. Inutile de polémiquer contre ce pouvoir, de s'imaginer qu'on n'en a que faire, que c'est mal, que c'est sale. Plus on s'applique à résister aux attraits de la séduction, en tant qu'idée, en tant que forme de pouvoir, plus elle nous hypnotise.
La raison en est simple. Nous avons tous ou presque fait l'expérience de l'ascendant que nous prenons sur l'autre quand il est amoureux de nous. Nos actes, chacun de nos faits et gestes, et même chacun de nos mots font mouche. Nous ne comprenons pas exactement comment, mais la sensation de puissance que nous en retirons est grisante. Elle nous donne confiance en nous-mêmes, ce qui nous rend encore plus séduisants. La même expérience vaut dans le milieu du travail. Quand on est de bonne humeur, on a l'impression que les autres y répondent, qu'on les charme. Ces moments sont fugaces, mais ils se fixent avec une grande intensité dans la mémoire. On aimerait qu'ils reviennent. Personne n'a envie de se sentir timide, mal à l'aise ou incapable de toucher autrui. L'attrait de la séduction est irrésistible parce que le pouvoir est irrésistible. Et dans le monde moderne, rien ne confère davantage de pouvoir que la capacité de séduire. Refouler le désir de séduire est une forme d'hystérie qui trahit au contraire une véritable fascination et ne fait qu'exacerber ce désir. Un jour ou l'autre, il ressurgira. Pour acquérir ce pouvoir, inutile de transformer radicalement votre caractère ou votre physique. La séduction est affaire de psychologie et non de beauté. En maîtriser les rouages est à la portée de n'importe qui. Il suffit de regarder le monde différemment, avec l'œil du séducteur. Le séducteur est toujours en action. Toutes les occasions lui sont bonnes. Il n'a jamais un instant à perdre. Et si son influence sur le sexe opposé est efficace dans n'importe quel contexte social, c'est que l'élément sexuel y est présent mais maîtrisé. On s'imagine qu'on voit clair dans son petit jeu, mais sa compagnie est si agréable qu'on passe outre. Ne compartimentez donc pas votre temps en moments consacrés à séduire et en moments de retenue. Cela ne ferait que vous compliquer la vie et vous imposer une contrainte. L'érotisme est sous-jacent à tout échange entre deux personnes. Mieux vaut donner libre cours à vos talents en permanence que les réserver à la chambre à coucher. D'ailleurs, pour le séducteur, le monde entier sert d'antichambre au lit. Cette attitude lui confère une vitalité qui lui permet d'enrichir quotidiennement son expérience dans ce domaine. Chaque conquête, physique ou platonique, ouvre la voie à la suivante, car la confiance en soi qu'il en retire le rend de plus en plus attirant. Bourreau des cœurs, le séducteur se nimbe ainsi d'une aura qui n'appartient qu'à lui. Le séducteur voit la vie d'un œil de conquérant. Pour lui, chaque personne est un château fort devant lequel il met le siège. La séduction est un processus de pénétration. Elle commence par l'infiltration de l'esprit, qui est la première ligne de défense. Une fois le séducteur dans la place, il met en branle l'imagination de sa proie, dont il lui est alors facile d'affaiblir la résistance, jusqu'à l'abandon physique. Et le séducteur n'improvise pas. Il ne laisse rien au hasard. En bon stratège, il met au point une approche élaborée en fonction des faiblesses de sa proie. Le principal obstacle au développement des talents de séducteur est le préjugé stupide selon lequel l'amour et l'aventure seraient un domaine sacré, magique, où les choses arriveraient d'elles-mêmes sur la seule injonction du destin. Cette attitude, d'un romantisme désuet, n'est en réalité que l'alibi de la paresse. Ce qui séduit l'autre, ce sont les efforts qu'on fait pour le conquérir, les preuves d'intérêt qu'on lui manifeste, l'importance et la valeur qu'on lui accorde. S'en remettre au hasard conduit à la catastrophe et dévoile qu'on ne prend pas l'amour très au sérieux. Casanova, lui, dépensait pour ses conquêtes un talent et une énergie qui le rendaient totalement irrésistible. Le phénomène amoureux ne doit rien à la magie et tout à la psychologie. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de votre cible et adapté votre stratégie en conséquence, vous devenez capable de l'ensorceler. Le séducteur ne voit dans l'amour rien de sacré. Pour lui, c'est un combat où tous les coups sont permis. Le séducteur ne se contemple jamais le nombril. Son regard est tourné vers le monde et non vers lui-même. Quand il rencontre quelqu'un, il commence par se mettre dans sa peau, voir le monde par ses yeux. Et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, l'égocentrisme dénote un manque de confiance en soi qui tue la séduction. Tout le monde a des doutes sur soi-même, mais le séducteur les ignore.
il y remédie en s'absorbant dans la vie. Il en tire une intrépidité à toute épreuve qui rend sa compagnie attractive. En second lieu, le fait de se mettre à la place de l'autre fournit au séducteur des informations précieuses sur le fonctionnement de sa cible, sur ce qui lui fait perdre son bon sens et tomber dans les pièges qu'on lui tend. Fort de ces indices, le séducteur lui consacre une attention personnalisée, chose rare à notre époque où la plupart des gens ne voient les autres qu'à travers le filtre de leurs propres préjugés. Le premier mouvement tactique dans cette guerre d'invasion, c'est de se glisser dans la peau de la victime. Le séducteur se considère comme un dispensateur de plaisir, telle l'abeille butinant le pollen de fleur en fleur pour le déposer de l'une dans l'autre. Tandis que les enfants passent le plus clair de leur temps à jouer et à jouir de la vie, les adultes ont souvent le sentiment d'avoir été chassés de ce paradis pour se retrouver écrasés de responsabilités. Le séducteur sait que les gens sont avides de plaisir. Ils n'en reçoivent jamais assez de leurs amis ni de leurs amants et sont incapables de se le procurer eux-mêmes. Ils ne savent pas résister à quiconque se présente dans leur vie pour leur proposer l'aventure et l'amour. Le plaisir, c'est la sensation d'être transporté au-delà de ses limites, submergé par quelqu'un, par une émotion. Les gens meurent d'envie de ressentir ce transport, d'être libérés de leurs habituelles réticences. Parfois, leur résistance même est une supplique. « Je vous en prie, séduisez-moi ». Le séducteur sait que la perspective du plaisir conduira sa victime à le suivre, et que l'expérience du plaisir l'amènera à se rendre, comme hypnotisé. Lui-même affine son aptitude à la jouissance. Il sait que cette capacité aura sur son entourage un effet contagieux. Pour le séducteur, la vie est une scène de théâtre. Les gens, des acteurs. La plupart se sentent à l'étroit dans un rôle étriqué et ils en souffrent. Le séducteur, lui, change de personnage comme de chemise. Tel Jupiter, l'insatiable chasseur de vierges, dont l'arme la plus efficace était sa capacité à se métamorphoser en la personne ou l'animal le plus susceptible de plaire à sa victime. Le séducteur prend plaisir à jouer la comédie. Il n'assume pas le poids de son identité. Il ne cherche ni à être lui-même, ni à se montrer à tout prix naturel. Cette grande liberté, cette souplesse du corps et de l'esprit font son charme. Ce dont on manque le plus dans la vie, ce n'est pas de réalité, mais d'illusion, de rêve, de mise en scène. Les parures du séducteur, les lieux où il vous entraîne, les mots qu'il prononce, les actes qu'il pose, ont tous quelque chose de légèrement théâtral. Une délicieuse touche d'irréalité, comme si vous étiez en train de vivre un roman ou de tourner un film. La séduction est en quelque sorte le théâtre de la vraie vie, la rencontre de la fable et de la réalité. Enfin, le séducteur est totalement amoral. Tout lui est jeu. Comme il sait que les rigoristes coincés qui dénoncent son immoralité l'envient en secret, il se moque du qu'en dira-t-on. Le séducteur ne fait pas de morale, cela le rendrait moins séduisant. Avec lui, tout est souple et fluide, comme la vie même. La séduction est une forme de tromperie, mais les gens souhaitent qu'on les égare. Ils désirent de toutes leurs fibres se faire séduire. Si ce n'était pas le cas, les séducteurs ne trouveraient pas autant de proies consentantes. Débarrassez-vous de vos tendances moralisatrices. Adoptez l'insouciante philosophie du séducteur et vous verrez que le reste suivra. L'art de la séduction vous fournira les armes dont vous avez besoin pour convaincre et charmer. Votre entourage perdra progressivement sa capacité de résistance sans comprendre ce qui lui arrive. L'art de vaincre au pays du tendre. Chaque opération de séduction comporte deux éléments qu'il est nécessaire d'analyser et de comprendre. D'abord vous-même, votre propre capacité à séduire, et la psychologie de votre proie, les manœuvres qui auront raison de ses défenses et feront obtenir sa capitulation. Ces deux aspects sont d'égale importance. Si vous échafaudez une stratégie sans vous soucier de ce qui en vous attire l'autre, vous apparaîtrez comme un vulgaire tombeur. Si vous vous reposez sur votre seul charme sans égard pour la personnalité de l'autre, vous commettrez des erreurs graves et briderez votre potentiel.
Le présent ouvrage est divisé en 2 parties. La première, profil de séducteur, campe les 9 séducteurs types, ainsi que l'antiséducteur. L'analyse de ces profils vous fera prendre conscience de vos attraits, autrement dit de vos atouts de base dans la séduction. La seconde partie, le processus de séduction, définit 24 manœuvres et stratégies pour ferrer une proie, briser sa résistance, en assurer la prise et provoquer sa capitulation. Pour faire le lien entre les deux, un chapitre décrit 18 profils types de victimes. Chacune d'entre elles souffre d'un manque, d'un vide à combler. En identifiant le profil auquel vous avez affaire, vous mettrez plus facilement en pratique la théorie exposée dans le reste de l'ouvrage. Si vous faites l'impasse sur une partie de ce livre, vous ne deviendrez qu'un séducteur incomplet. Les idées et stratégies développées ici sont tirées de mémoires et chroniques concernant les séducteurs les plus brillants de l'histoire. L'auteur a puisé dans les autobiographies de Casanova, Errol Flynn, Nathalie Barney, Marilyn Monroe, dans les biographies de Cléopâtre, Joséphine Bonaparte, J.F. Kennedy et Duke Ellington, dans les manuels de séduction, au premier rang desquels L'art d'aimer d'Ovide, et dans des romans, Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, Le journal d'un séducteur de Soren Kierkegaard et Le dit du Genji de Murasaki Shikibu. Les héros de ces œuvres littéraires sont en général inspirés de personnages réels. Leur stratégie révèle le lien intime qui existe entre romanesque et séduction. C'est en créant l'illusion que l'on mène quelqu'un à son gré. En mettant en pratique les leçons de cet ouvrage, vous emboîterez le pas au grand maître de cet art. Abordez ce livre avec l'esprit qui fera de vous un séducteur chevronné. L'encyclopédiste Denis Diderot a écrit « J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l'allée de Foix nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il suivait toute idée qu'il trouvait captivante jusqu'à ce qu'il s'en présente une meilleure, et cela non sans une certaine charge d'érotisme. Une fois que le lecteur commencera à tourner ses pages, qu'il suive le conseil de Diderot, qu'il musarde d'anecdotes en idées, avec un esprit ouvert. Lentement, ce filtre l'imprégnera et la séduction deviendra omniprésente à ses yeux, y compris dans la façon dont il pense et dans celle dont il voit le monde. La vertu n'est en général qu'un appel à une séduction accrue. Nathalie Barney.